Hello, bienvenue pour ce dernier rendez-vous de réussir en paix avec soi-même pour janvier. Le thème, c'est la conscience émotionnelle, le secret pour être plus épanoui. Donc, merci d'être avec moi aujourd'hui. Comme d'habitude, je t'invite à prendre de quoi boire. On le voit pas, voilà, de quoi boire, de quoi noter, te poser dans un endroit relativement calme pour que tu puisses intégrer toutes les notions que je vais partager avec toi aujourd'hui. Ça va être un peu dense, mais comme d'habitude, tu prends ce que tu peux, ce que tu veux, et tu as le temps, si tu veux, de revenir sur les notions qu'on aura vues ensemble, puisque tu as accès au replay. Donc, sans stress, tranquille. Voilà, on va commencer. Je me représente pour ceux et celles qui me rejoignent aujourd'hui. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle. Je suis coach professionnel certifié. Je suis aussi formatrice en intelligence émotionnelle, en management, en leadership. Et avant ça, j'étais ingénieure informatique spécialisée en web marketing. Donc, voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mon bonheur, la raison de ma colère ou comment utiliser sa colère de façon constructive aux éditions YouStory. Et puis, j'ai une chronique qui passe à la radio et qui est disponible sous format de podcast qui s'appelle La chronique du bonheur où j'interviewe les thérapeutes et praticiens du bien-être en Martinique plus précisément. Mais même quand tu es à distance, ça te permet de découvrir les différents métiers autour du bien-être, de ton bien-être, et tu peux retrouver le même type de personnes dans ta région. Donc, l'idée, c'est que tu comprennes effectivement qu'il y a des options pour être plus heureux, que tu sois bien, tu peux avoir envie d'aller mieux, et que tu sois mal et que tu aies envie aussi d'aller mieux. Donc, voilà, je ne suis pas la seule à t'accompagner dans le mieux-être, mais je fais partie aussi des personnes qui sont capables de t'accompagner. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de la conscience émotionnelle. La conscience émotionnelle, c'est la capacité à accueillir ses émotions, à reconnaître ses émotions et savoir quoi en faire. Donc, du coup, aujourd'hui, je ne vais pas te partager le PowerPoint, mais tu auras quand même les outils par la suite par mail ou dans ton espace personnel. Et en fait, on va parler tout d'abord d'intelligence émotionnelle. Donc, imagine-toi que tu es en plein milieu d'une dispute de famille, les assiettes volent, ta tante Suzanne pleure dans un coin, ton cousin, il a encore fait sa crise d'ado, et toi, tu te sens comme un poisson hors de l'eau parce que ouh là là, il y a trop de choses qui se passent. Eh bien, l'intelligence émotionnelle, c'est un peu comme ton kit de survie pour gérer tout ce bazar. D'accord? Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est comme un Google Translate des émotions. Ça te permet de capter ce que tu es en train de vivre, ce que tu ressens, de mettre des mots sur tes émotions, des mots justes et pas juste je suis bien, je suis pas bien. Parce qu'après, bah oui, je suis pas bien, mais qu'est-ce qui fait que je suis pas bien? Où est-ce que ça se passe, etc. On va aussi parler dans l'intelligence émotionnelle de la raison pour laquelle tu ressens ce que tu ressens. Et puis, la façon dont tu vas t'exprimer avant de subir les conséquences de tes actions. Donc, du coup, on va voir ça avec l'intelligence émotionnelle et c'est intéressant de connaître ses émotions et c'est intéressant aussi de savoir un peu comment réagir face aux émotions qui sont autour de toi, des personnes qui sont autour de toi. Donc, l'intelligence émotionnelle, ça se travaille, ça se développe et c'est un outil qui peut servir à n'importe quel moment dans ta vie. D'accord? Donc, tranquillement, on va parler effectivement des émotions et les émotions principales, si jamais tu as déjà vu Vice-Versa, le film de Disney ou Pixar, je ne sais plus, en fait, l'idée, c'est qu'avec l'intelligence émotionnelle, tu vas dissocier ton je suis de ton je ressens pour mieux choisir ton j'agis. D'accord? Donc, au lieu d'être en mode je suis triste, ou je suis colère, ou je suis tristesse, ou je suis peur, ou je suis. Hein, parce que le je suis, il est quand même assez fort en termes d'impact sur la façon dont on se sent.
mais en fait, on va utiliser le bon mot ou un mot plus adapté qui va être je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, je ressens de la joie, je ressens de la peur, etc. Parce que tu n'es pas tes émotions. Il y a tes émotions d'un côté et il y a toi. Même si on a l'impression que les émotions, ça nous envahit, eh bien, nous ne sommes pas nos émotions. Donc, pour m'assurer qu'on va partir de la même base, chacun, je vais reprendre les fondamentaux de l'être humain dans le développement personnel. On va parler des besoins, on va parler des limites, on va parler des valeurs et on va parler des croyances. Donc, 4 fondamentaux de l'être humain dans le développement personnel, les besoins, les limites, les valeurs, les croyances. Les besoins, c'est tout ce qui est nécessaire à ta survie. Tout simplement. C'est ce qui te permet de conserver ton intégrité. Selon la définition du dictionnaire Le Robert, c'est un besoin. Un besoin, c'est une exigence pour l'être humain ou l'animal provenant de la nature ou de la vie sociale. Et c'est nécessaire en fait à notre équilibre et à notre bien-être. Donc, il est important d'identifier nos besoins pour pouvoir les respecter et y répondre. Nos besoins vont trouver... Parce qu'en fait, si jamais on ne le fait pas, nos besoins vont trouver une façon d'influencer notre comportement pour qu'on s'occupe d'eux à un moment donné, même si c'est à l'issue de ton plein gré. Donc, du coup, autant prendre conscience de tes besoins et de les satisfaire au bon moment avant qu'ils ne deviennent un peu trop présents. Si jamais tu as soif, bois de l'eau. En plus, ce qui est bien avec les besoins, c'est qu'une fois qu'ils sont remplis, ils disparaissent de notre champ d'attention. On ne s'en occupe plus. Si par exemple tu n'as pas soif, il peut y avoir 46 000 bouteilles d'eau sur la table, tu t'en fiches royal parce que, ben, en fait, non, j'ai pas soif, ça va. Et pareil pour la faim, etc. Donc, du coup, on ne se pose pas la question de est-ce que j'ai besoin de respirer quand on est en train de respirer et que tout va bien. Par contre, on va penser à la façon dont on respire quand on a une forte émotion, quand on a le souffle coupé, quand on doit passer la tête sous l'eau, ou pour ceux qui imaginent ou qui partent dans l'espace. Parce qu'il n'y a pas d'air à ces endroits-là où il n'y a pas d'air accessible de la même façon. Les limites, ce sont les frontières de notre périmètre de sécurité. D'accord? Donc là, si jamais je décide que ça, c'est ma limite, eh bien, en fait, à l'intérieur de cet espace entre moi et cette limite, je me sens en sécurité. Ça veut dire que j'imagine que mon intégrité ne peut pas être remise en cause dans cet espace-là. Et donc, du coup, les limites, on peut faire deux choses. Soit les respecter, soit les dépasser, voire avoir envie de les déplacer. Parce que quand on dépasse sa limite, en fait, on est en train de placer une limite un peu plus loin. Quand on nous dit dépasse tes limites, sors de ta zone de confort, etc., en fait, ce qu'on nous incite à faire, c'est à déplacer nos limites pour élargir notre champ de sécurité. D'accord? Par contre, il est impératif d'identifier d'abord ses limites pour savoir où est-ce qu'on va les bouger et surtout de respecter soi-même ses limites pour qu'ensuite les autres, on puisse demander aux autres de les respecter aussi à leur tour. Le troisième fondamental des fondamentaux de l'être humain, ce sont les valeurs. Donc, une valeur, c'est ce qui donne du sens à nos actions. C'est tellement important pour nous que, en fait, quand elles sont nourries, déjà, on se sent bien, on a de l'énergie, on a la joie, on est tous smile, etc. On est tous sourire. Mais dès que ces valeurs-là sont bafouées, eh bien, en fait, on change d'humeur en un claquement de seconde, un claquement de doigts, une fraction de seconde. D'accord? C'est tellement important pour nous qu'on est prêt à se battre pour les faire respecter.
Et les activités qui nourrissent nos valeurs, elles nous donnent de l'énergie. Ça t'est déjà peut-être arrivé de faire une activité, de passer du temps avec quelqu'un et en fait, tu es en mode, ah ouais, mais en fait, je pourrais faire ça toute la journée, tellement c'est chouette, tellement j'adore faire ça. Et puis quand ça s'arrête, tu fais, ah ouais, c'est déjà fini en fait. Parce qu'il y a pas, il y a un goût de pas assez, il n'y a jamais assez de nous. Quand on nourrit nos valeurs, on n'a jamais assez parce que c'est c'est une productivité d'énergie qui est infinie, d'accord? Par contre, quand nos valeurs ne sont pas nourries, ben en fait, il y a cette perte de sens et il y a cette sensation d'avoir l'impression de mourir de l'intérieur. Si jamais ça t'est déjà arrivé, bien, je t'invite vraiment à prendre le temps d'identifier ce qui est réellement important pour toi dans ta vie et comment est-ce que tu peux faire des petites activités, même toutes petites, même 30 secondes par jour pour nourrir tes valeurs. Parce que du coup, ça va te permettre de te connecter à la joie, mais ça, on va en parler dans quelques instants, et surtout de générer de l'énergie. D'accord? Et puis, bien sûr, le quatrième des fondamentaux de l'être humain dans le développement personnel, ce sont les croyances. Une croyance, c'est une affirmation que nous considérons comme vraie dans notre système de référence. Nous adoptons une croyance au moment où elle nous semble bénéfique et utile pour notre fonctionnement à l'instant T. Si jamais tu t'es dit, il faut souffrir pour réussir, il faut travailler dur pour réussir, c'est parce qu'à ce moment-là, te répéter ça et te dire, OK, ben en fait, c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie, ça t'a aidé à maintenir tes efforts pour atteindre tes résultats. Mais ça ne signifie pas forcément que c'est vrai pour tout le monde. Et d'ailleurs, si jamais ce n'est pas vrai pour tout le monde, c'est que c'est une de tes croyances. D'accord? Une croyance, on parle souvent aussi de croyances aidantes ou limitantes. C'est important que tu comprennes qu'au moment où tu as adopté cette croyance dans ton système de référence, c'était une croyance aidante. Après, le côté aidant ou limitant va être en fonction de ton objectif, de l'objectif que tu as défini maintenant, par exemple. Donc, du coup, c'est par rapport à cet objectif-là qu'on va décider si jamais la croyance qui existe dans ton système de référence va être aidant, parce que ça va te permettre d'aller plus rapidement à ton objectif, ou limitante, au contraire, ça va te freiner. En mode, non, mais c'est par là que je vais aller, non, 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 non. OK. Donc, du coup, si jamais tu as des croyances qui sont limitantes par rapport à ton objectif, ça signifie que ces croyances-là sont un frein pour que tu puisses réaliser ton objectif. Et à ce moment-là, il y a la possibilité, effectivement, de se défaire d'une croyance et de la remplacer par une autre. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais en fait, je coupe les liens, etc., etc. Je t'encourage à d'abord commencer par remercier cette croyance de t'avoir aidé jusqu'à un certain point, jusqu'au point d'aujourd'hui, et ensuite de dire, OK, ben en fait, c'était génial, c'était top, mais à partir de maintenant, je vais continuer sans toi. Et non seulement je vais continuer sans toi, mais en plus, je vais remplacer tout de suite la croyance, par exemple, euh, il faut travailler dur pour réussir, il faut que je me batte contre moi-même pour réussir, etc., etc. Bah aujourd'hui, je t'invite à remplacer cette croyance, à lui dire merci pour t'avoir aidé jusqu'à maintenant. Mais si jamais elle ne te convient plus, bah tu lui dis merci. Mais à partir de maintenant, je vais plutôt décider de réussir en paix avec moi-même parce que je pense que c'est possible. D'accord? Donc, c'est important de remplacer une croyance par une autre parce que la nature a horreur du vide. Donc, si jamais on se contente juste de dire ah non, je ne viens plus, la place reste vide et ben, l'ancienne croyance revient. OK? Donc, ça, c'était la petite mise à jour pour m'assurer que tout le monde part sur la même base vis-à-vis du vocabulaire, les valeurs, les limites, les besoins, les croyances. OK? Les émotions maintenant, puisque c'est quand même de ça qu'on est venu parler aujourd'hui. Les émotions, il faut savoir une chose, c'est que tout le règne des mammifères ressentent des émotions. Je ne connais pas celui des insectes, parce que je t'avoue que je ne l'ai pas étudié, mais
dans le règne mammifère, les chiens peuvent ressentir des émotions, les chats peuvent ressentir des émotions, les chevaux peuvent ressentir des émotions, les humains ressentent des émotions. OK? De toute façon, l'humain est un animal social qui ressent des émotions. Donc, émotion, ça vient du verbe du latin emovere, qui signifie énergie du mouvement. Tu l'as compris, du coup, dans émotion, il y a énergie et il y a mouvement. D'ailleurs, sans mouvement, il n'y a pas de changement. D'accord? Donc, les émotions, elles ne sont pas là juste pour nous faire suer, en fait. Même quand il s'agit des émotions les plus désagréables possibles, elles ne veulent que notre bien. Et d'ailleurs, si jamais tu as déjà consulté ou que tu as participé à la conférence sur la procrastination, tu sais que notre équipe interne ne veut qu'une seule chose, c'est notre bien. D'accord? Donc les émotions aussi, elles sont là pour notre bien. Derrière chaque émotion, il y a un besoin qui nécessite d'être pris en considération. Donc, les besoins, je le rappelle, c'est nécessaire pour notre équilibre, etc., etc. Et donc, du coup, en fait, on va parler des différentes émotions. Donc, comme je te l'ai dit, on va parler des 5 émotions principales. Donc, la joie, la tristesse, la peur, la colère et le dégoût. La joie, c'est l'émotion du plaisir. On a tendance à ressentir du plaisir quand on a de la joie. Et ça va nous inviter en fait à faire un mouvement d'ouverture. On ouvre les yeux, on ouvre les lèvres parce qu'on va sourire. On va être plus connecté avec notre environnement extérieur, les gens qui sont autour de nous, le paysage, etc., etc. Et puis aussi à notre environnement intérieur. D'accord? Et le besoin qu'on nous invite à remplir quand on ressent de la joie, c'est la création de liens. Donc, du coup, l'émotion de la joie, c'est vraiment l'émotion qui va nous permettre d'apprendre davantage sur les autres, sur nous-mêmes, de glaner des informations. On va être en mode, ah oui, 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 vas-y, donne, 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 je prends, je prends, je prends, je prends. Et je vais donner aussi parce que je vais me tourner vers les autres, je vais parler, je vais m'impliquer dans une activité, etc., etc. La joie, c'est vraiment l'émotion du bien-être. C'est l'émotion, j'ai presque envie de dire l'émotion originelle. Parce que quand on est bien, ça veut dire que tous nos besoins sont remplis. C'est quand on revient en fait à l'état d'équilibre. On ressent de la joie, tout va bien. On est en mode, ben oui, écoute, ça va, d'accord? Et on retient, quand on apprend quelque chose dans la joie, on le retient beaucoup plus facilement que quand on apprend quelque chose sur le coup de la colère ou de la peur, encore plus de la tristesse. Et ça, on va en parler dans quelques instants. Donc, la joie te permet d'accéder au plaisir sans culpabilité. D'accord? Les activités qui te procurent de la joie nourrissent tes valeurs. Donc, du coup, elles génèrent de l'énergie. Donc, te reconnecter à la joie et au plaisir te donne de l'énergie et de l'enthousiasme pour agir. Et d'ailleurs, ça, on l'a vu dans les envies en conflit avec le sens du devoir. Eh bien, en fait, te reconnecter à la joie, te reconnecter à l'envie, cultiver ta joie, ça va te permettre de cultiver ton envie de rester en vie. D'accord? Et puis, bah, tout naturellement, tout notre système cherche à atteindre et à maintenir un état d'équilibre, donc un état de joie. Ça, c'est important que tu comprennes ça. La joie peut aussi coexister avec des émotions désagréables. Nous sommes des adultes, donc du coup, nous avons des émotions un peu complexes. Ça veut dire qu'on peut ressentir de la joie et un peu de tristesse, on peut ressentir de la joie et un peu de colère, etc., etc. Malheureusement, ben en fait, quand on s'interdit de ressentir de la joie au-delà d'une certaine mesure en fonction du cadre, eh bien en fait, on se dit, ouais, mais en fait, il faut d'abord que je dépasse la phase difficile pour avoir le droit d'être joyeux. Euh, Mériter d'être joyeux, s'il vous plaît. Évitons ce genre de discours-là. On a besoin de la joie, c'est un besoin fondamental. C'est le retour à l'équilibre. Donc,
Mériter de dormir, mériter de boire, mériter de respirer. Ouais, non, en fait, c'est les besoins fondamentaux. Ça fait partie de ce qu'on est. Donc, autant que possible, à partir de maintenant, je t'invite à prendre conscience que la joie, c'est pas juste une question de mérite, en fait. C'est aussi quelque chose qui est nécessaire pour que toi, tu puisses faire ce que tu as envie de faire. Et pour être performant, pour être productif, pour être au top, eh bien, vaut mieux que tu passes par la joie plutôt que par tout le reste. Parce que ça sera moins compliqué. Ça sera plus écologique. Bon pour toi et bon pour les autres. OK? En plus, on nous a appris les il faut, les je dois. Bon, ça, on en a déjà parlé. Je ne vais pas forcément revenir là-dessus. Mais vraiment, c'est important que tu comprennes que la joie, c'est l'état initial. C'est l'état de santé. C'est... En plus, personnellement, j'ai compris en fait que mon niveau de santé était intimement lié à mon niveau de joie et de bonheur. Ça, c'est fondamental. Donc, plus on ressent de la joie au bon endroit, plus notre équilibre personnel, physique, mental sera préservé et donc du coup notre santé aussi sera préservée parce que on ressent davantage de joie. L'absence de joie, bien souvent, ça s'accompagne d'une perte d'envie. Et c'est l'absence de joie qui rend la vie difficile. Ce ne sont pas les épreuves. On peut, d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà joué aux jeux vidéo, eh bien, des fois, c'est difficile, hein, les jeux vidéo. On arrive à un niveau, c'est compliqué, etc. Mais comme on ressent de la joie, eh bien, en fait, on va s'impliquer, on va se dire, OK, je vais dépasser ça. Le sport aussi, le sport collectif, les trucs comme ça. Avant d'arriver au niveau endorphine, etc., etc., ben, en fait, il y a un moment où ça peut être dur. Mais si jamais tu es dans la joie, eh ben, c'est difficile, mais c'est pas grave, on y va. Et difficile, ça signifie simplement qu'on ne maîtrise pas le geste, on ne maîtrise pas l'action. Donc, du coup, on va fournir un effort pour le faire. Mais quand on a de la joie, eh bien, en fait, l'effort est moindre. Alors que si jamais on n'a pas de joie, même sortir de son lit, c'est compliqué, en fait. D'accord? Donc, autant que possible, pense à te reconnecter à ta joie. Fais le choix de la joie autant que possible. D'accord? Je t'invite vraiment à prendre le temps de faire ça. La joie, ça te permet aussi de te connecter à la créativité. Donc, c'est tout bénef, en fait. Tu peux trouver des différentes façons de fonctionner. Tu as un enfant intérieur qui est là aussi pour s'amuser. Et on a parlé de ça dans les jeux vidéo. On est là pour s'amuser. On apprend plus facilement quand on s'amuse. D'accord? Donc, oui, autant que possible, la joie, c'est vraiment très, très important. Je t'invite à te reconnecter à la joie parce que la joie, c'est l'ouverture vers le monde, c'est la connexion, c'est l'envie, c'est la vie. La joie, c'est la vie. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est la joie. La joie, donc je rappelle, le mouvement que ça t'invite à faire, c'est à te tourner vers l'extérieur, à te connecter à l'intérieur, avec l'extérieur et à prendre du plaisir. La tristesse, ça arrive quand notre cerveau comprend que à partir de maintenant, ça sera différent. Donc, la tristesse, ça arrive souvent en période de deuil. C'est au début. La tristesse, c'est le signal que à partir de maintenant, ce sera différent. C'est la fin d'une ère. Ton cerveau comprend qu'il y a un événement qui change ton référentiel de fonctionnement. Et donc, du coup, l'événement qui se passe, ça t'apporte une information qui te dit, ah, à partir de maintenant, ça sera pas pareil. Et ce n'est pas forcément un événement qui est malheureux initialement. Forcément, quand on pense tristesse, on va penser à deuil, il y a quelqu'un qui est mort ou il y a une rupture qui s'est faite, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou amicale. Mais en fait, on peut ressentir de la tristesse parce que la paire de chaussures qu'on avait, qu'on adorait, elle est cassée et puis ben, on a dû acheter une nouvelle paire de chaussures. On peut ressentir de la tristesse à ce moment-là. On peut ressentir de la tristesse quand on passe d'un statut social à un autre.
C'est-à-dire, on est célibataire, on rencontre quelqu'un et puis la relation se passe bien. Et puis, bah, c'est annoncé, ça y est, on est en couple, etc. Il est possible de ressentir de la tristesse parce qu'on n'est plus célibataire et que maintenant on est en couple. Ça ne veut pas dire forcément que la tristesse va s'installer, mais en fait, à un moment donné, il y a un truc dans notre cerveau qui dit, ah, attention, à partir de maintenant, ça sera différent. Donc, on peut ressentir un petit peu de tristesse. Et la tristesse, ça peut durer une demi-seconde, mais ça peut durer aussi 10, 15, 20 ans. Donc, le mouvement que la tristesse t'invite à faire. Alors, oui, il y en a beaucoup qui parlent de pleurs quand on pense à la tristesse, mais les pleurs peuvent exister dans la joie, dans la colère, dans la peur, dans la tristesse, dans le dégoût. On peut pleurer. En fait, les pleurs, c'est une façon d'exprimer une surcharge d'émotions. Donc, oui, on va pleurer quand on est triste, des fois, mais ce n'est pas systématique. Par contre, le mouvement que la tristesse t'invite à faire, c'est regarde-toi, passe du temps avec toi, chouchoute-toi. D'ailleurs, les stimuli, quand on est triste, les stimuli extérieurs comme les couleurs, le bruit, euh, le goût aussi. Il ne faut pas que ce soit trop violent. Donc, du coup, on va passer sur des couleurs neutres comme le blanc, le noir, le gris. On va passer sur des textures plus douces, du velours, de la peluche, des draps un petit peu doux, tout simplement, parce qu'on est en mode, allez, j'ai besoin de me cajoler et j'ai besoin d'être cajolée. Et bien sûr, la première personne qui peut te cajoler, ben, c'est toi-même, en fait. Au niveau des goûts aussi, on va se tourner vers le sucre, le gras, parce que ce sont des saveurs qui sont réconfortantes pour nous. Parce qu'on a besoin de réconfort. Quand on ressent de la tristesse, on a besoin de réconfort. On a besoin de prendre du temps pour soi et de s'accorder du temps pour soi. Et d'ailleurs, si jamais il n'y a pas vraiment d'éléments particuliers, déclencheurs de la tristesse et que tu ressens de la tristesse, c'est un signal pour te dire, hé, occupe-toi de moi là, occupe-toi de moi, avec moi, passons un petit peu de temps ensemble. Donc, du coup, tu peux te faire un spa, soit en institut, soit chez toi. Tu vas passer de la crème sur ta peau. Tu vas prendre soin de toi. Tu vas te dire, OK, je m'occupe de moi. Et autant que possible, bon, bah, si jamais on peut éviter d'être en situation triste pour penser à s'occuper de soi, c'est encore mieux. Mais la tristesse, c'est vraiment, OK, je veux m'occuper de moi. Et je veux que tu t'occupes de moi. Toi qui me regarde, qui te regarde dans le miroir, c'est ton toi qui te dit occupe-toi de toi. D'accord? Donc, c'est un signal. La tristesse, ça annonce aussi le début d'une période de deuil. Le deuil, c'est la période qui s'écoule entre l'événement qui annonce le changement et l'acceptation de ce changement. Donc, forcément, la durée de deuil peut être variable, mais c'est vraiment entre, OK, il s'est passé ça, à partir de maintenant, ça sera différent, et il s'est passé ça, et j'accepte le changement, et je suis en mesure de continuer à fonctionner malgré ce changement-là. D'accord? Et par rapport à la douleur, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui existe beaucoup, la tristesse peut être aussi forte que passagère. Moi, j'aime bien voir les émotions comme de l'eau. Donc, du coup, les émotions, elles arrivent comme des vagues. Je ne sais pas si là où tu es, il y a la mer ou pas. Mais en tout cas, près des plages, la mer, en fait, elle fait des mouvements d'aller et de retour. Elle n'est jamais complètement figée. Les émotions, c'est la même chose. Donc, du coup, en fait, les émotions, elles arrivent par vagues. Ça monte, il y a un pic, et puis après, ça redescend. À condition que tu les laisses passer. Parce que sinon, elles vont monter, 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 jusqu'à ce qu'elles puissent continuer leur route, donc que tu les aies laissées passer, pour redescendre en pression.
Et donc, la tristesse, en fait, elle vient par vagues. Même quand on est dans une crise de tristesse, c'est une vague. Si jamais il n'y a aucune pensée qui vient retenir la tristesse, vient la capturer, vient la nourrir en mode non, attends, t'es pas assez monté, t'es pas assez monté, reviens, 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 eh bien la tristesse, elle s'en va. Si jamais tu sens que tu es dans une phase, là on parle un peu de déprime, pas encore de dépression, on parle de déprime. Ça veut dire que quand la tristesse vient, tu vas avoir des pensées qui vont l'alimenter et qui vont faire en sorte en fait que, comme si jamais tu endiguais le truc, elles ne peuvent pas repartir. Non, oui, ben, en fait, cette personne-là, elle n'est plus dans ma vie, mais c'était trop bien avant, mais je ne peux pas faire comme si, je ne peux pas fonctionner, je ne peux pas avancer, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, mais comment je vais faire, etc. Là, ces pensées-là vont entretenir la tristesse. Parce qu'à chaque fois que tu auras ces pensées-là, tu vas remettre une couche de, mais en fait, il faut que je m'occupe de moi, il faut que je regarde quelles sont mes ressources pour faire face à la situation et pour fonctionner malgré le changement. Donc, quand, euh, bien souvent, en fait, c'est ce qui se passe quand on s'accroche à la douleur. La tristesse, ce n'est pas la douleur. La tristesse arrive avec une douleur. Mais quand nos pensées entretiennent la douleur. Et qu'on se dit, mais en fait, la douleur est une preuve de mon attachement, de l'amour que j'avais pour telle ou telle personne, ou tel animal, ou telle situation. Là, en fait, on est en train d'entretenir la douleur et la tristesse revient par vagues parce que on se dit, mais en fait, si jamais j'ai ressenti de l'attachement ou de l'amour pour telle personne, il faut que je sois triste. Ce n'est pas systématique. Si ça te convient, c'est OK. Mais si jamais ça ne te convient plus, eh ben, je t'invite à prendre conscience que ce n'est pas systématique. Dans la vie, on vit des expériences qui sont agréables ou désagréables. On y associe des ressentis. La douleur, qu'elle soit physique ou mentale, c'est un signal que ça ne va pas. Donc, quand on s'accroche à la douleur, de la perte d'un être cher, par exemple, ou d'une situation qu'on appréciait. On pense souvent que ça va nous permettre de garder une connexion avec ce avant qui existait. Mais ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas forcément la seule façon, mais c'est souvent la plus désagréable en fait. Parce que tu peux dissocier, et tout à l'heure je parlais de ça, dissocier le je suis de je ressens pour mieux choisir le j'agis. Les expériences que tu as vécues, ce sont des expériences. Elles étaient agréables, désagréables, en fonction de la façon dont tu as vécu ou que tu repenses à ton souvenir, tu vas y mettre une étiquette agréable ou désagréable. Mais ce sont d'abord des expériences. Et donc, du coup, tu n'es pas obligé de t'accrocher à la douleur. Parce que je rappelle que la douleur, c'est le signal que ça ne va pas. Donc, entretenir la douleur, c'est comme s'assurer que ta blessure ne va pas guérir. Et la blessure n'est pas représentative de la relation que tu as eue avec l'objet de tes sentiments. Donc, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un animal, etc. La douleur t'informe que tu n'es pas encore allé au bout du processus de guérison. Tu n'as pas encore retrouvé ton équilibre et donc que ça ne va pas. Donc, tu peux te souvenir de l'expérience, tu peux te souvenir de la relation, tu peux te souvenir de l'amour que tu portes à cette personne, à cette situation ou à cet animal et laisser partir la douleur. Si jamais tu t'autorises à le faire. Parce que l'amour, ce n'est pas de la souffrance. OK? Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps d'accueillir ton ressenti parce que tu as le droit de ressentir de la tristesse quand elle vient. Et la tristesse, quand elle vient, en fait, elle vient pas forcément au meilleur moment, je te l'accorde. Mais
elle a besoin d'avoir un espace pour s'exprimer. C'est comme les autres émotions. Elle est là pour te dire, hé, j'ai besoin que tu t'occupes de toi. Donc, certes, à un moment donné, ça ne sera pas le moment. On peut faire ce qu'on appelle refouler ses émotions, certes. Mais les émotions ont besoin d'un espace pour s'exprimer. Elles ont besoin, elles passent par le corps. Donc, si jamais tu les refoules, tu les refoules, tu les refoules, oui, c'est bien. Mais quand la mer se retire un peu trop, ça fait un tsunami. Donc, je t'invite, quand tu ressens de la tristesse dans une journée et que ça n'arrive pas au bon moment et que tu es en mode, bon, ben non, mets-toi sur le côté parce que là, j'ai pas le temps. Moi, j'ai fait ça pendant un temps. Mais en fait, je t'invite vraiment à prendre rendez-vous avec ta tristesse pour te dire, OK, bon, ben là, je vais m'isoler pendant 30 secondes, 1 minute, 5 minutes pour laisser la tristesse passer. Et quand tu fais ça, en fait, tu peux, dans une certaine mesure, choisir la forme d'expression et le temps que tu vas dédier à ta tristesse. Et puis, bien sûr, ce que je t'invite à faire, c'est faire le point sur la situation, lister les aspects négatifs et positifs de ta situation, puisque, par exemple, l'aspect positif, ça peut être simplement, pour le moment, je suis encore en vie et je suis en mesure de respirer. Donc, ce que je pensais qui était si vital pour moi, techniquement, je suis encore en vie et je suis encore en mesure de respirer. Même s'il y a des moments où on a l'impression on n'arrive pas à respirer tellement la douleur, la tristesse est présente et la douleur est présente en même temps. On se dit, mais je vais jamais réussir à respirer. Mais en fait, on va se concentrer sur, on inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Ma mère avait tendance à dire, c'est 1 seconde à la fois. C'est 1 seconde à la fois. D'accord? Tu fais de ton mieux. Tu as fait de ton mieux avant que cet événement-là ne se produise. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, malheureusement. Et jusqu'à maintenant, tu as fait de ton mieux en fonction des informations qui étaient à ta disposition. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas seulement une croyance, c'est un fait. Maintenant, ce mieux ne te convient peut-être pas, les conséquences de ce mieux ne te conviennent peut-être pas, et tu as le droit d'avoir envie de faire de nouveaux choix maintenant. D'accord? Mais initialement, tu as quand même fait de ton mieux. OK? Tu as le droit de ressentir de la joie et de la tristesse en même temps. Elles ne sont pas incompatibles. D'accord? Et franchement, je t'invite vraiment à prendre le temps de t'autoriser à libérer ça. D'accord? Je t'invite aussi, quand tu ressens de la tristesse, à aller au bout du cycle. D'accord? Quand tu as fini ton verre d'eau et que tu n'as plus soif, tu ne regardes pas le robinet ou la bouteille avec une sensation d'inachevé. Donc, si jamais c'est une relation personnelle, sentimentale, amicale, professionnelle, etc., qui te met dans ces situations un peu tristes, je t'invite à aller au bout, à terminer ta partie de la relation. D'accord? Parce que tu as fait ton mieux avec les informations dont tu disposes à l'instant T. Tu as fait le point sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, ce qui était positif et ce qui était négatif. Et pardonne-toi sur ce qui ne s'est pas bien passé selon toi. Et puis après, tu vas dire merci parce que de toute façon, tu as fait de ton mieux. Donc, du coup, tu vas dire merci et ça va permettre d'apaiser les tensions à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, après, si tu le souhaites, tu peux t'autoriser à vivre de nouvelles expériences en fonction des informations que tu viens de découvrir sur toi. OK? Donc, ça, c'était pour la tristesse, qui est vraiment le besoin. Donc, comme je te disais, c'est le ressenti qu'on a quand on dit... Excuse-moi, il y a un petit peu de bruit de mon côté. Je vais attendre que ça passe. Le ressenti, c'est on est à la fin d'une ère. Donc, du coup, le mouvement, ça va être un mouvement de repli et on va prendre du temps pour soi. OK?
Maintenant, parlons de la peur. Parce que la peur, la dernière fois que j'ai fait cette conférence, c'était un gros débat parce que les gens étaient en mode, ouais, mais en fait, la peur, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire, etc. La peur, en fait, on la ressent tout le temps. Là, on a peur de changement, on a peur que ça ne change pas, on a peur d'avancer, on a peur de reculer, on a peur de rester immobile, on a peur de réussir, on a peur d'échouer, on a peur, on a peur, on a peur, on a peur. OK. Mais en fait, la peur, c'est ton système de sécurité. La peur arrive quand il y a un danger potentiel, quand on a identifié un danger potentiel. On a envie, il y a un risque qu'on meure. Ça, c'est systématique. Tant qu'on n'a pas trouvé les secrets de l'immortalité, etc., on vit, on est, et bien c'est qu'à un moment donné, on va mourir. Mais comme on ne sait pas ni comment, ni pourquoi, ni à quel moment, et ben on est en mode, oh, mon Dieu, oh, oulala, 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 oulala. Il y a un danger potentiel, on ressent de la peur. D'accord? Le danger potentiel, la menace, c'est le risque d'altérer notre intégrité physique, psychique ou financière. D'accord? Donc, la peur va te faire comme mouvement un stop. Stop. On se fige, on observe la situation, on fait le point. Quelles sont mes options pour préserver mon intégrité? Et après, mes options, c'est 4 choses. Soit je ne bouge pas et le danger va passer tout seul. Soit je me cache parce que le fait que je sois visible va faire que je suis en danger. Soit je fuis, on se casse, on ne se cache plus, on se casse pour rester en vie. Soit on admet que la meilleure option, selon nous, à l'instant T, quand on ressent de la peur, c'est d'affronter le danger. Et quand on fait ça, en fait, on va changer d'état émotionnel une fois qu'on a décidé que la meilleure façon de survivre à cette menace, ce danger potentiel, c'est d'affronter le danger. Mais ça, on va en parler dans quelques instants. La peur, elle t'invite à vérifier que tu as les ressources nécessaires pour préserver ton intégrité et survivre à la situation. C'est tout. Elle n'a pas besoin que tu te battes contre elle. D'ailleurs, si jamais tu te bats contre la peur, tu vas dépenser toute ton énergie dans le vent. Tout simplement parce que la peur sera toujours là. Dès qu'on passe un nouveau niveau, on se dit, ah bah tiens, j'ai plus peur de faire ça, etc., etc. Et mais il y a une nouvelle peur qui se ramène en mode, hey, tu pensais que j'étais partie? Eh ben non, je suis là. On peut avoir peur tout le temps, de tout et de son contraire en même temps. D'accord? Donc, par exemple, pour ceux qui ont des voitures ou ceux qui sont déjà montés dans une voiture, on ne s'amuse pas à démonter ni le système d'alarme, ni la ceinture de sécurité à chaque fois qu'on dépose la voiture quelque part. La peur, c'est la même chose. La peur, c'est ton système de sécurité, c'est ton système d'alarme qui va s'activer en fonction des différents mouvements qui se passent autour de toi ou à l'intérieur de toi. La peur, c'est ton système d'alarme. C'est ce qui permet de vérifier que, OK, stop. Là, il va se passer un truc. T'as mis ta culotte, t'as pris ta douche, t'as mis ton déo, t'as pris tes clés, t'as machin. Ouais, OK. On fait la liste comme ça. D'accord? C'est un peu comme le parent poule qui vient te dire, ah oui, mais attends, tu sais, tu as une bouteille de gaz, est-ce que tu as fermé ta bouteille de gaz avant de partir en vacances? Est-ce que tu as fermé l'eau? Est-ce que tu as bien fermé ça? Est-ce que tu as bien fermé? Est-ce que tu as... Ouais, OK. Au bout d'un moment, tu dis, oui, oui, c'est bon. J'ai fait tout ça. On peut y aller maintenant. Et quand tu n'as parlé, tu dis, chut, j'y vais. Bonne journée. D'accord? Donc, la peur, c'est ton système d'alarme. C'est la sensation que ton intégrité risquerait d'être altérée. Donc, vérifie tes ressources, vérifie que tu as ce qu'il faut pour survivre à la situation. OK?
On n'a pas besoin de se battre contre sa peur. Et d'ailleurs, ce que je t'invite à faire, c'est à te dire, je m'autorise à avancer malgré la peur. Et quelle est la prochaine étape que je peux faire malgré la peur? Tu peux remercier ta peur pour lui dire merci d'être là, mais je vais faire quand même indépendamment de toi, en fait. Ta peur est là, elle fait sa vie. On ne se bat pas contre l'air ambiant, on avance. Eh bien, toi, pareil, tu ne vas pas te battre contre ta peur à chaque fois. Parce que sinon, tu vas dépenser toute l'énergie qui te serait utile pour avancer dans ton projet à te battre contre ta peur. On n'est pas sur ça. On n'est pas sur ça. OK? Donc, la peur, c'est juste pour vérifier que, OK, quelles sont mes options pour survivre à la situation? Si ta meilleure option, c'est te battre, eh ben à ce moment-là, tu vas changer d'émotion et tu vas passer en mode colère. Parce que la colère, c'est le mouvement du combat. C'est devant moi qu'à aller. Donc, du coup, j'avance. C'est devant que je vais. Et le besoin, c'est un besoin de changement. J'ai besoin qu'il se passe quelque chose pour que la situation change. Donc, du coup, on va ressentir, quand on a de la colère, on va ressentir une espèce de désalignement. On n'est pas en phase avec ce qui est en train de se passer et on a besoin qu'il y ait un changement qui s'opère pour qu'on se rapproche de la joie. Je rappelle que la joie, c'est l'état initial et c'est l'état d'équilibre vers lequel on a toujours envie de retourner. Donc, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, etc. Toutes ces émotions qui peuvent nous sembler désagréables, elles sont là pour nous ramener vers la joie. OK? La colère, elle se déclenche. Alors, il y a plusieurs niveaux de colère, hein. Ça peut être l'agacement, ça peut être la frustration, ça peut être l'exaspération, ça peut être la fureur, quand on est en mode ah! Mais la colère, c'est avant tout l'émotion qui te dit bouge, fais un truc. Fais un truc pour que ça change. Et donc, du coup, ça va venir éclairer une situation pour te dire il est temps que tu fasses quelque chose pour te rapprocher de ton bonheur. Et d'ailleurs, c'est ce que j'explique. Bon, là, c'est grosso modo, dans le livre, je l'explique un peu plus détaillé, mais dans le livre Mon bonheur, la raison de ma colère, j'explique le mécanisme de la colère et qu'est-ce que ça nous invite à faire. Et la première chose que ça nous invite à faire, c'est à regarder là où on a envie d'aller, parce qu'on a tendance, il y a une lumière, d'ailleurs, je vais te mettre une lumière là, vite fait, ça va être un peu désagréable. Tu as le droit de m'en vouloir. Là, si jamais tu regardes la lumière de mon téléphone à chaque fois, eh ben, tu ne vas pas voir ce qu'elle éclaire. Une source lumineuse, elle est là pour éclairer un espace. Si jamais tu passes ton temps à regarder le soleil ou à regarder le néon en te disant « Ah oui, mais en fait, il y a un néon qui s'est allumé », eh ben, tu ne vas pas voir ce qui se passe autour. La colère, c'est la même chose. Si jamais tu t'amuses à te concentrer sur tout ce qui t'a mis en colère, ah ouais, mais je suis en colère parce que je me suis tapé le petit doigt contre la table. Ouais, mais en fait, la table était déjà là, en fait, avant. Donc, que tu râles parce que la table est toujours là, la table ne va pas bouger toute seule. Toi, par contre, tu peux décider de choisir un autre chemin pour éviter de te cogner le petit tas de pied contre la table systématiquement. Ou tu peux décider de déplacer la table. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est de regarder ce que la source lumineuse qu'est la colère te montre. Et ce que la colère te montre, c'est que là, tout de suite, tu n'es pas à la bonne place pour être heureux ou heureuse. Donc, du coup, je t'invite, quand tu ressens de la colère, à rediriger ton attention sur ce que tu veux. Alors, comment on fait ça? Je suis d'accord, ce n'est pas toujours évident. Les enfants, ils sont mono-émotions. Donc, ça veut dire qu'ils ressentent une émotion à la fois et quand ils passent d'une émotion à l'autre, leur attention, ça va. Les adultes, c'est un peu plus complexe parce qu'on peut ressentir plusieurs émotions en même temps. Par contre, le cerveau, lui, il aime systématiquement aller chercher des réponses aux questions qu'on lui pose. Donc, du coup, pour switcher ton attention de ah là là, machin, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, et bien, on va lui poser une question. Et la question que je t'invite à te poser quand tu sens que la pression de la cocotte minute est en train de monter, c'est qu'est-ce que je veux vivre?
qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux ressentir, qu'est-ce que je veux obtenir dans cette situation. Et ensuite, quel est le meilleur moyen pour moi d'y arriver? Et là, ça va t'éviter, d'agir de façon colérique et de tout casser, parce que par exemple, si jamais je prends ce mug-là et que je suis énervée et que je l'envoie à travers la pièce, non seulement mon mug il sera cassé parce que ce n'est pas un truc en plastique, 2, il faudra que j'aille nettoyer le mug. 3, si jamais il y a quelqu'un sur le chemin du mug, eh ben, cette personne-là peut m'attaquer parce que je l'aurai juridiquement ou physiquement parce que je lui aurai envoyé un objet à la figure. Enfin bon, bref, que des emmerdes. Donc, on va éviter ça, d'accord? On va éviter ça et on va se concentrer sur qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux ressentir, qu'est-ce que je veux obtenir. Et là, on aura déjà reçu toute l'énergie de la colère, parce que je rappelle que les émotions, c'est énergie du mouvement. Sauf qu'en fait, au lieu d'être en mode je casse tout et puis en plus il va me falloir encore de l'énergie pour tout réparer ou tout nettoyer, eh bien je vais canaliser, je vais utiliser les émotions comme la pluie quand elle tombe, eh bien je vais poser des gouttières pour que ça aille remplir le bon réservoir. Et pour ça, on va se poser la question de qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux ressentir? Qu'est-ce que je veux obtenir? Si jamais tu sens que la cocotte minute est déjà en mode ça siffle et tout, sous pression, tu vas t'extraire de la situation. Si jamais tu es dans une réunion professionnelle, etc., tu dis excusez-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Si jamais tu es dans une situation compliquée à la maison, eh ben, tu dis attends, j'ai besoin de 2 minutes là, il faut qu'on fasse un stop. Dans la conversation, dans la situation, je fais un stop, on va respirer, je vais peut-être aller aux toilettes, je vais faire un tour, bref, pour le mieux de toutes les personnes présentes ici, il faut que je sorte. OK? Parce que taper sur les personnes qui sont en face de toi, ce n'est plus possible. Crier sur les personnes qui sont en face de toi ou dire tout ce qui te passe par la tête, c'est pas une option. Parce que en plus, les mots, bien souvent, ça blesse même pire que la partie physique. Parce qu'on a tendance à se rappeler des mots. Et puis, OK, on va alimenter les pensées par rapport à ça. Et puis, ça va gangréner les relations. Donc, autant que possible, je t'invite à faire on fait un pas en arrière, on s'extrait de la situation, on bouge, puisque c'est ce que la colère te demande, bouge, fais un truc pour que ça change. On sort de la situation. On respire un coup. Et on se pose la question, qu'est-ce que je veux vivre? D'accord? Donc voilà, ça ce sont les 4 premières. Le dégoût, c'est quand même assez simple. C'est l'émotion qui nous donne la sensation que ce qu'on a en face de nous pourrait nous intoxiquer. Que ce soit alimentaire, que ce soit relationnel, que ce soit olfactif ou que ce soit sonore, on a un dégoût, on a une sensation de la nausée là qui monte, etc. C'est pour te dire éloigne-toi de cette source. D'accord? Parce que pour toi, dans ton système de référence, c'est toxique. Donc attention, je vous vois venir. Je ne parle ici que de relations toxiques, que d'aliments toxiques, que d'odeurs qu'on ne supporte pas, etc., etc. Il n'y a pas de personne qu'il soit fondamentalement toxique. Alors, quand je dis fondamentalement toxique, ça veut dire que tu ne prends pas le pouce de la personne, tu la mords. Hein? Ah, mon Dieu, je suis intoxiquée. Non, on ne fait pas ça. Déjà, on évite de goûter les personnes avec qui on a un doute. Mais physiquement parlant, il n'y a pas de venin sur la peau des gens. OK? Donc, si jamais tu as la sensation d'être dans une relation toxique, c'est parce que l'interaction avec la personne en question ne te convient pas ou ça active quelque chose chez toi que tu juges néfaste. Et à ce moment-là,
tu t'éloignes de ça. D'accord? Tu n'es pas obligé d'être dans le carré de la personne. Et même quand ça arrive parce que pour X raisons, tu n'as pas le choix, eh bien, en fait, rien ne t'empêche d'éviter d'avoir des interactions en fait, avec la personne en question. OK? Donc, le dégoût, c'est je m'éloigne de ce qui semble être toxique pour moi. Et le besoin, c'est de préserver mon intégrité. On en revient encore là. OK? Donc voilà, donc c'est ce que je voulais te partager à travers les émotions. Effectivement, bon, on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus loin, mais je pense que tu as déjà pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Je rappelle que nous ne sommes pas nos émotions et que ce sont avant tout des informations qu'on capte de notre environnement externe ou de notre environnement interne, parce que les pensées peuvent générer aussi des émotions. Ces émotions, ces informations qu'on capte de notre environnement interne ou externe en une fraction de seconde, elles arrivent avec une énergie et une invitation à bouger. Et donc, du coup, tu peux accéder aux indications que je t'ai partagées. Donc, la joie, c'est l'ouverture, youpla boum. La colère, c'est le combat. Je fais en sorte qu'il y a quelque chose qui bouge. La peur, c'est stop, observe ce qui se passe et vérifie que tu as bien fait la liste de tes ressources pour savoir si jamais tu as bien les ressources nécessaires pour préserver ton intégrité en allant sur cette voie. La tristesse, occupe-toi de toi, prends le temps pour toi, cajole-toi, prends le temps. Voilà. Et le découp, ouf, on éloigne ça de nous parce que, ou on s'éloigne de la source parce que ça va altérer notre intégrité. Ça a été remarqué, ça a été intégré dans notre système de référence, qu'on ait raison ou pas, comme quelque chose de toxique. OK? Et quand tu dissocies ton je suis de ton ressenti, ben en fait, tu peux regarder ton ressenti, tu peux glaner des informations vis-à-vis de lui et décider plus consciemment de comment tu agis. Et pareil, du coup, quand tu as des personnes en face de toi qui réagissent de façon émotionnelle, eh bien, tu peux aussi adapter ton comportement par rapport à ça. D'accord? Donc, je te rappelle que tu gères déjà tes émotions d'une certaine façon. Et bah, si jamais tu n'es pas satisfaite ou satisfait des résultats, tu as quand même fait de ton mieux en fonction des informations dont tu disposais à l'instant T. Et tu le fais toujours. Là, aujourd'hui, je t'ai partagé des clés pour que tu puisses justement trouver d'autres options pour gérer tes émotions si jamais la façon dont tu les gères à l'heure actuelle ne te convient pas. Et je t'invite autant que possible à éviter de te blâmer. D'accord? Par exemple, pour la colère, pour les trucs comme ça, tu as déjà vécu des situations où tu étais au-delà de toi. D'accord? Donc, tu connais un peu tes limites. Tout à l'heure, on a parlé des limites. Là, l'idée, c'est que avant d'arriver au stade où tu es en mode ouh là là, je démarre au quart de tour, bon, même si bien souvent ça arrive quand nos valeurs sont bafouées devant nous, eh bien, en fait, tu peux poser tes limites avant d'arriver au débordement. Tu vois, le panneau attention falaise, il n'est pas quand tu as déjà sauté, en fait. Il est bien en amont pour te dire attention, 100 mètres plus loin, il y a une falaise. Ensuite, il y a un autre panneau pour dire attention, risque de chute, etc., etc., parce que dans 50 mètres, il y a un rebord, etc., etc. Donc, du coup, tu vas poser tes limites et des pré-limites, des choses en amont de tes limites pour pouvoir dire, OK, attention, là, on commence à rentrer dans une zone un peu risquée. Quand tu le fais déjà pour toi, tu as des signaux d'alarme qui se mettent en place. Et donc, du coup, tu peux informer tes interlocuteurs ou interlocutrices pour leur dire, attention, là, ça prend une tournure qui n'est pas correcte ni pour toi ni pour moi. Faisons une pause, revenons à ce pourquoi on veut communiquer, où est-ce qu'on veut aller, et regardons ensemble comment est-ce qu'on va faire pour y aller. Ou faisons une pause tout court. On va redescendre en pression, on va ouvrir la soupape de la cocotte minute avant d'essayer de l'ouvrir.
et on va faire un tour. OK? Donc, je t'invite vraiment à te donner le temps d'essayer des nouvelles options, d'apprendre aussi comment toi tu réagis vis-à-vis de ça. Tu peux me faire part aussi de ton avis si tu le souhaites par mail à info@victoriaportebonheur.com ou sinon juste en dessous de cette vidéo en commentaire, ce sera avec très grand plaisir. D'accord? Les émotions, ça joue un rôle important aussi dans le processus qui nous permet de passer d'une pensée à un résultat. Parce que forcément, l'émotion va nous donner des indications. On l'a déjà vu tout à l'heure. L'émotion, c'est une information et c'est l'énergie du mouvement. Donc, du coup, ça va nous donner de l'énergie pour avancer. OK? Donc, comme je te disais, si jamais tu as des questions, tu n'hésites pas. Réussir en paix avec soi-même, c'est désormais terminé. Je te remercie pour ton attention. Si jamais tu as des questions, tu me les envoies soit en commentaire en dessous de cette vidéo, sinon tu me les envoies à info@victoriaportebonheur.com ou en DM sur Instagram. Ce sera avec grand plaisir aussi, Victoria Portebonheur. OK? Donc, voilà. On ne choisit pas nos émotions, tout comme on ne décide pas de quand la pluie va tomber, mais on peut décider de sélectionner les pensées qu'on va nourrir au moment où on ressent des émotions. D'accord? Et donc ça, tu le fais quand ça va bien. D'ailleurs, j'espère que là, aujourd'hui, pendant que tu me regardais, ça allait relativement bien. Comme ça te permet en fait de poser tes gouttières quand il fait beau, en fait, parce qu'on ne se met pas à poser des gouttières en pleine tempête, en fait. D'accord? Quand on est en pleine tempête, on se replie, on se calfeutre et on attend que ça passe. OK? Donc, voilà, je te remercie pour ton attention. Si jamais tu as des questions, tu n'hésites pas. Et puis, je te dis à très bientôt. Tu as le droit de réussir en paix avec toi-même. Et j'espère que cette séquence de conférences, ateliers t'a permis d'y arriver. Voilà, je te dis à très bientôt. Et puis, je te souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de succès tout au long de cette année.